Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode dans Et viens on discute. J'ai décidé de laisser la parole à des personnes qui voulaient témoigner sur leur rupture, le sentiment qu'ils avaient eu, les phases par lesquelles ils étaient passés, ce qui s'était passé pour eux à ce moment-là. J'ai fait un épisode moi-même sur cet état, ce sentiment, cette phase difficile que j'ai pu traverser. Et aujourd'hui, je laisse la parole à quelques personnes d'entre vous pour témoigner à votre tour. Et j'espère que cet épisode vous plaira et je vous laisse avec ces témoignages. Petit point information. Pour que vous compreniez bien le déroulé des témoignages, ils répondent à un déroulé de questions. À quand date ta dernière rupture ? A-t-elle été soudaine ? Qu'est-ce que tu as ressenti physiquement, psychiquement ? Quelles ont été les étapes de cette rupture ? De quoi aurais-tu besoin à ce moment-là ? Et penses-tu que la société influence nos ruptures ? Belle écoute. Alors moi, ma dernière rupture marquante, elle date de septembre. Voilà, ça s'est passé juste après mon retour de vacances. Je suis partie 2 semaines en vacances seule. Et quand je suis rentrée, j'ai à peine eu le temps de poser mon sac à dos que, bah voilà, mon ex m'a dit il faut qu'on parle. Et du coup, ça a été assez soudain parce que bah j'avais vécu 3 ans avec lui et je m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait une rupture à ce moment de notre relation parce que pour moi, j'avais l'impression que tout allait bien. Je suis passée par plein d'émotions. La première, je pense que j'étais un peu sonnée quand je suis arrivée et qu'en fait il m'a dit qu'il fallait qu'on parle. On s'est assis dans le canapé. Il m'a dit qu'en gros, voilà, il pouvait plus continuer. Et je pense que j'ai eu un mouvement où je me suis dit, je peux pas, je peux pas rester là parce que sinon je vais m'écrouler en fait. Donc, je pense qu'on a parlé à peine 5 minutes et je suis partie chez une amie pour faire le point et pleurer. Et, du coup, j'étais chez un couple d'amis qui m'ont énormément aidée. Et du coup, après, je suis revenue beaucoup plus tard dans la soirée et on a discuté toute la soirée. Et j'ai été très compréhensive. C'est un élément important pour la suite de l'histoire et les déclics, mais j'étais extrêmement compréhensive parce que il allait pas bien en fait. Il avait vécu un burn-out. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans sa tête et du coup, voilà, je le voyais comme, ok, en fait, t'as pas la place pour une relation. Donc c'était très douloureux. On a dormi chacun, enfin, il a dormi dans le canapé et moi dans la chambre. Et en fait, voilà, en une semaine, il avait déménagé. Enfin, ça a été extrêmement soudain et violent. Et en fait, par la suite, j'ai pas mal d'émotions qui m'ont traversée. J'avais l'impression que, en fait, c'était pas clair et que peut-être que c'était parce qu'il était pas bien et qu'il y avait peut-être une possibilité que ça se rétablisse ou qu'il avait besoin de temps pour réfléchir, etc. En fait, j'avais pas conscientisé à quel point c'était le point enfin, de non-retour en arrière. Et donc voilà, c'était des phases assez difficiles parce que, enfin, on va le dire comme ça, il m'a ghosté et enfin, j'avais plus de nouvelles de lui. C'était très difficile. Et quand ça fait 3 ans que tu vis avec la personne, 1 an et demi ensemble dans un appartement, c'est extrêmement violent. Et la colère, elle est arrivée beaucoup plus tard parce que il m'a fait enfin, des coups de crasse. Voilà, il voulait pas me rendre le double des clés. Il a insisté soudainement pour récupérer sa télé et il a encaissé ma partie de la caution en plein mois de décembre, alors que, enfin, j'avais pas du tout d'argent. Enfin, contexte, il s'est barré du jour au lendemain, donc je me suis retrouvée seule avec l'appart à tout payer. Et en fait, le jour où je lui rends la télé, je découvre qu'en fait, il est en couple avec sa pote. Ça fait 1 mois qu'on est séparés. Donc en fait, dans ma tête, j'ai plein d'éléments et de puzzles en fait qui s'alignent et j'ai tout qui s'emboîte et en fait, je me dis mais c'est ça la vraie raison. Même s'il l'a toujours nié, enfin en partie, il y a forcément de ça parce que enfin pour moi, ça a été extrêmement bizarre de me dire comment après 3 ans avec quelqu'un, tu peux te remettre en couple directement après, surtout dans un état psychologique où t'es pas bien, enfin ça n'avait aucun sens. Et là, je pense que, alors j'ai très peu dans ma vie ressenti ça, mais j'étais extrêmement en colère, j'avais envie de tout casser, et je me suis dit, je comprends maintenant pourquoi il a récupéré sa télé.
Parce que vraiment, j'avais vraiment envie de tout casser. C'était atroce comme sentiment. J'ai été dans une Fury Room avec une pote pour tout, pour tout casser. Mais ouais, ça a été assez compliqué. Et ouais, le climax de la colère, c'est quand il a encaissé le chèque. Et je me suis dit, mais en fait, je pense que ce qui m'a blessée, c'est de me dire, pour qui est-ce qui m'a pris? On a vécu 3 ans ensemble. J'ai été super compréhensif pendant la rupture. Enfin, j'ai toujours été une personne super gentille et lui aussi d'ailleurs, ce qui est très bizarre. Et puis là, il me prend comme si j'étais quelqu'un de très toxique, qui était capable de foutre sa vie en l'air et enfin, voilà, c'était assez particulier comme sentiment. Et puis après, en fait, je pense que cette colère, elle a eu, voilà, elle m'a permis aussi d'aller dans le lot d'acceptation et aujourd'hui où je suis plus dans l'acceptation. Alors, il y a d'autres émotions aussi derrière, hein. C'est difficile en fait de voir quelqu'un partir avec quelqu'un d'autre et pas du jour au lendemain. Ben, j'ai eu de la chance d'être très bien entourée parce que du coup, j'ai eu un couple d'amis qui a été formidable, qui m'a nourrie littéralement. C'était vraiment adorable parce que du coup, bah, juste après la rupture, je suis allée chez eux et puis vraiment, je pense que tous les jours, enfin, j'y allais parce que j'arrivais plus à manger en fait. Et je pense que je me nourrissais que d'un paquet de Mikado par jour pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, voilà, enfin, mon ami qui m'a fait à manger et qui m'a dit, c'est bon, maintenant, tiens, je t'ai fait à manger et tu manges. Et donc, du coup, en vrai, ils ont été un super soutien et tous mes amis de manière générale. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une période où j'ai rencontré aussi des nouvelles personnes, des nouvelles amies, et que je me faisais un nouvel entourage et j'ai été extrêmement soutenue et ouais, j'ai eu ce qu'il fallait parce que j'ai eu des personnes qui m'ont écouté pendant des heures, répétées et répétées encore et c'était ce que j'avais besoin. Et même, je pense particulièrement à une amie qui, elle, est très cartésienne. Donc, par exemple, dans ce genre de conversation, au départ, c'était un peu compliqué parce qu'en plus, son copain, c'est le meilleur ami de mon ex. Donc, du coup, elle essayait de voir un petit peu les côtés de chacun, etc. Et quand elle a appris qu'il s'était barré avec une autre et qu'il avait encaissé mon chèque de caution, j'ai senti un switch dans sa tête aussi. Et du coup, enfin, c'est là où je me suis dit, ok, en fait, c'est ça dont j'ai besoin, c'est vraiment que tu valides mes émotions. Et j'ai eu la chance d'avoir un entourage, ouais, qui a validé mes émotions. Et je pense que ce que j'aurais besoin, honnêtement, ça aurait été d'avoir l'argent pour être suivi dès le départ par une psychologue et pouvoir travailler sur cette rupture, en fait. Une rupture, c'est un deuil. Et, en fait, c'est compliqué de savoir si c'est influencé ou pas parce que chaque rupture est différente et en fait, bah, il y a des ruptures que tu vas sentir arriver, d'autres qui vont être très brutales. Là, pour le coup, pour mon cas, c'était très brutal et du coup, bah, c'était comme perdre quelqu'un parce que du coup, quand ça fait 3 ans que t'es avec une personne et que du jour au lendemain elle disparaît, c'est la même douleur finalement. Tu passes par des étapes de deuil, de déni, de colère, etc. Et je pense pas l'avoir vécu parce que j'ai vu ça dans les films. Je pense que justement j'ai accepté mes émotions et je me suis dit allez, enfin je vais tout laisser. Ça va être une période très difficile, mais il faut que je laisse ça couler parce que ça et que je garde espoir en fait parce que de se dire que derrière il y a autre chose, ça c'est super important. Mais je pense que par contre, les relations sont influencées par ce qu'on voit dans les films et ce qu'on lit dans les livres et l'amour est influencé par ça. Et je pense que c'est pas tant la rupture, mais c'est vraiment les relations. Moi, je le vois, en fait, je pense que le principal déclic de cette relation, c'est que je me suis rendu compte que j'avais été enfermée dans cet archétype de la good girl et que j'avais été la parfaite petite copine pendant 3 ans. Voilà, j'ai d'autres éléments qui m'ont fait prendre conscience de ça, mais ça faisait un an que j'avais lancé mon entreprise justement parce que dans le salariat et dans l'expérience que j'avais vécue, je m'étais fait têche du jour au lendemain. Enfin, on m'avait pas reconduit enfin, en CDI.
Et du coup, je m'étais dit, ok, je me suis fait têche par mon taf, têche par mon mec, arnaquée par une cliente qui justement avait profité de ma gentillesse, têche par mon compte en banque. Bref, et c'était la fin de l'année dernière, c'était catastrophique. Mais je pense que justement, la phase de colère que j'ai traversée, je me suis rendu compte que j'avais cette émotion en moi et qu'il y avait des choses plus intenses et qu'en fait, notamment en tant que femme, on ne nous autorisait pas à être en colère. On ne nous autorisait pas à avoir ce genre de sentiments négatifs parce que on est critiqué en fait derrière ou c'est parce que c'est à cause de nos règles et que on est censé être gentille et douce et compatissante. Et je me suis dit, ok, je l'ai été pendant 3 ans, ça m'a mené où au final? Donc il y a de ça. Et la deuxième partie, c'est que je pense que c'était ma première belle relation et ma première relation saine. Et du coup, comme on voit beaucoup de choses toxiques dans les films, je me suis beaucoup menti à moi-même. Et les éléments que j'aurais pu interpréter comme ah ok ça va pas ça pue un petit peu là dans la relation, bah j'ai mis des œillères parce que je me suis dit non mais c'est comme ça parce que dans toutes les relations il y a enfin voilà il y a des hauts et des bas et en gros ça va quand je lui demande si ça va et voilà alors qu'en vérité j'avais de l'anxiété, je dormais très mal, il y avait des choses que je ressentais inconsciemment mais que je ne voulais pas affronter parce que je me disais que bah, de toute façon c'était comme ça, c'était une belle relation, que c'était normal d'avoir des doutes, etc. Donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur les relations qui sont fausses, sur l'idée qu'on peut se faire, enfin, d'une relation à cause des films et des séries, mais pas tant sur la rupture. Je pense que la rupture c'est inné en fait, on peut pas contrôler ce qui se passe à l'intérieur de nous, quoi. Alors, ma dernière rupture marquante, elle date d'il y a bientôt 10 ans. 10 ans parce que maintenant, ça fait 7 ans que je suis en relation avec mon conjoint. Et voilà, c'est la dernière rupture qui m'a vraiment marqué. Alors, cette rupture, elle a vraiment été soudaine, dans le sens où bah, déjà, je me suis fait larguer, clairement. Sur le moment, je n'ai pas vraiment compris pourquoi il a voulu mettre un terme à cette relation. Maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, on était un petit peu trop différents dans nos modes de vie. Moi, j'étais quelqu'un d'assez... Enfin, on était tous les deux ouverts, en fait, sur la relation à l'autre et sur le côté un peu je veux faire la fête, etc. Mais moi, je voulais quand même construire quelque chose de solide et avancer dans la vie, etc. Et lui était quand même quelqu'un de très festif. Et il y avait, en fait, il vivait un peu sans lendemain. Et il y avait autre chose, c'est que il était d'origine musulmane et moi j'étais élevé de façon athée. Et en fait, il y avait un vrai décalage entre sa famille et la mienne. Et clairement, aujourd'hui, je me rends compte, je pense que j'aurais jamais pu vraiment construire quelque chose avec lui, dans le sens où on avait vraiment trop de différences à ce niveau-là et qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait pas comprendre de l'un et de l'autre. Ce qui a été difficile pour moi dans cette rupture, ça a été déjà, je me suis posé beaucoup de questions, de savoir qu'est-ce que j'avais mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas que ça arrive. En fait, à ce moment-là, comme je suis la personne qui se fait larguer, je remets en cause surtout en fait. Et c'est ça qui est un peu compliqué en fait, parce que tu te rends compte que tu t'infliges beaucoup de choses alors que elles n'ont pas lieu d'être. C'est juste que bah ok, cette relation elle s'arrête, il y avait plus de sentiments et enfin si, moi à l'époque j'avais encore des sentiments, mais c'est quand même la fin d'une relation et il n'y a pas, je pense pas qu'il faille forcer une relation si on sait que elle est vouée à l'échec. Et du coup, ouais, à ce moment-là, donc je me sentais vraiment nul et quelque part seul aussi. Enfin, j'étais quand même accompagné par ma famille, mes amis, mais quelque part, je me sentais vraiment seul parce que j'avais quand même construit cette relation pendant bah, quasiment 2 ans. Donc, mine de rien, enfin, on a habité ensemble. Tous les deux, on connaissait nos familles. Donc, c'était une vraie relation, quoi. Et bah, tout ça, du jour au lendemain, s'arrête. Et bah, en fait,
t'arrives pas à te projeter sur le lendemain. Tu sais pas du tout si tu vas être capable de redonner ta confiance à l'amour. Tu sais pas si tu vas retrouver une personne aussi bien selon bah, comment tu la voyais à l'époque. Voilà, c'est aussi ça aussi qui fait peur, je pense, c'est l'inconnu. Après, quand tu viens de te faire larguer, je pense que t'as pas la maturité, et t'as pas du tout la capacité à intégrer ce genre d'informations. Et voilà, moi aujourd'hui j'en parle comme ça parce que bah, il y a eu des années qui se sont passées. Et puis, comme je t'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un maintenant depuis 7 ans. Donc j'ai réussi à reconstruire autre chose, à redonner confiance à quelqu'un d'autre. Je pense pas que j'aurais pu avoir plus que ce que j'ai eu, c'est-à-dire le réconfort et l'écoute de mes amis et de ma famille. Je pense que c'est vraiment ça le plus important. Quand on traverse une passe difficile, il faut avoir des gens sur qui compter à ce moment-là et partager, en fait, juste partager et dire bah, tout simplement que ça va pas et que voilà, je pense vraiment extérioriser tout ça et pas garder ça au fond de soi parce que d'une part, bah, comme j'ai dit, en fait, tu restes enfermé dans ces idées un peu noires et en fait, t'arrives pas à avancer parce que t'as pas la vie extérieure, t'as pas le recul que ton entourage peut avoir aussi sur cette relation parce que il y a des choses qui sont mises en place dans une relation, tu te rends pas compte de ce qui est mis en place jusqu'au jour où ça s'arrête et jusqu'au jour où on te dit ouais en fait ta relation peut-être que tu l'aimais mais il y avait quand même ça qui allait pas et ça c'est ton entourage qui va te le dire mais bien souvent ton entourage va te le dire qu'une fois que c'est terminé parce que bah ils ont peur de te blesser et puis c'est aussi tes choix de vie sur le moment donc voilà si c'est des personnes qui t'aiment ils vont normalement pas critiquer ce pourquoi t'es amoureux ou ce pour qui t'es amoureux. Je sais pas si t'as vraiment une influence sociétale. Alors oui, je pense qu'il y en a quand même un minimum, mais en soi, alors je suis peut-être un peu utopiste hein, dans cette idée, mais j'ai l'impression que tu réponds quand même à un besoin de partager ta vie avec quelqu'un que tu aimes. Alors, ce partage, il n'est pas forcément avec une relation amoureuse. Au final, c'est aussi un partage que tu peux avoir avec un ou une amie qui est vraiment très, très forte. Et c'est ça qui va te permettre de partager un peu tes coups de cœur, tes peines, enfin la vie, quoi. Et je pense pas qu'on se sente obligé d'être en couple. Ouais, encore une fois, c'est un besoin un peu vital, en fait. Et beaucoup le traduisent comme bah, le fait d'être en couple, mais encore une fois, ça peut être une relation amicale, ça peut aussi être une relation fraternelle. Donc c'est ouais, c'est cette relation à l'autre que l'humain a besoin en fait, tout simplement. Alors, c'était en 2016. Alors, le mois précis, je sais pas, parce qu'on est quand même en 2025, donc ça fait un petit bout maintenant. Mais ouais, c'était en pleine adolescence. Alors, elle s'est fait par téléphone, parce il y a eu découverte de tromperie, donc c'était par téléphone, règlement de compte. Et voilà, quoi. Tu raccroches et c'est fini, hein. Après, c'était pas un couple très sain à l'époque, je m'en rendais pas compte. Mais c'était pas le bonheur absolu. Mais je pense que quand tu es en couple, tu t'y attends pas forcément à la séparation. Si tu t'y attends un minimum, c'est que c'est déjà presque fait, entre guillemets. Enfin, du moins de ma façon de voir les choses. Mais là, j'y m'y attendais pas. Et ouais, non. Ouais, c'était assez brutal. Ben, en fait, je trouve que la première impression, c'est vraiment que tout s'écroule. En fait, c'est comme si tous tes repères, tout ce que tu avais l'habitude, bah ouais, toutes tes habitudes, tout s'écroule. Et en fait, après, tu te dis, mais en fait, t'es toute seule, quoi. Genre, avant, t'étais deux contre le monde et maintenant, t'es toute seule. Et le peu de confiance que t'avais en quelqu'un, mais en fait, tu perds tout, quoi. Donc, ça, c'est assez horrible. Après, bah, il y a la perte de contrôle qui va avec, hein, parce que quand tu penses connaître quelqu'un et qu'au final, t'as une désillusion, bah, c'est dur autant physiquement que psychologiquement. T'as toute la perte autour. T'as aussi, à l'époque de l'adolescence, t'as aussi bah, le regard des gens autour.
parce que bah, c'est l'époque où tout se sait, où moi je sais que j'étais au lycée, donc tout va très vite à être expliqué et aussi expliqué, mais pas forcément de la bonne manière. Donc tu as tout ça et derrière, tu as aussi beaucoup de solitude parce que ben on était deux et d'un coup, tu es toute seule, tu as l'impression que tout le monde t'a trompé. Enfin moi, comme c'était le cas d'une tromperie, c'était aussi si j'avais la honte, j'avais etc. Alors qu'au final, c'était pas du tout enfin ma faute entre guillemets quoi. Donc ouais, c'est très dur. C'est la perte de quelqu'un, la perte d'un couple, la perte d'habitude et, euh, et la solitude quoi qu'il y a derrière. Je pense qu'en fait, le problème qu'il y avait entre gros guillemets, c'est que comme c'était l'adolescence, tu préfères en fait te taire et faire comme si de rien n'était pour faire genre en fait que ça t'a pas du tout impacté. Donc moi, quand on me disait ça va, je disais oui, oui, ça va. Et en fait, chez moi, je rentrais le soir et c'est là où je me sentais pas bien en fait. Donc juste déjà de pouvoir avoir des amis sur qui compter et de pouvoir en parler de ces choses-là et savoir que bah, en fait c'est normal de ressentir, même si tu as de la haine contre la personne, c'est normal quand même d'avoir des sentiments de frustration, de tristesse, etc. Parce que moi, comme il y avait vraiment le contexte de la tromperie, en fait j'ai tout refoulé dans la haine et du coup j'ai essayé de zapper tous les autres sentiments que je pouvais ressentir. Ce qui fait qu'en fait, une fois que j'ai passé le stade de haine, et ben en fait j'étais en mode bah ok, j'en veux plus parce que j'ai fait le travail, etc. Et que bon, vas-y, la vie continue. Mais du coup, derrière, ben, à chaque fois que, enfin, j'ai pas pu avoir d'autres relations parce que j'avais pas fait du coup le travail de me dire, bah oui, maintenant t'es toute seule. Et puis, bah, il y avait la peur aussi des relations parce que du coup, je me suis dit, si lui, il m'a déjà trompée, tout le monde peut le faire derrière. Pourquoi je redonnerais ma confiance, que ce soit amicalement, amoureusement? Franchement, la tromperie, en vrai, ça a fait des ravages. Et en fait, comme vraiment, j'ai pas fait le travail d'essayer de comprendre que c'était pas de ma faute à moi et que c'était juste l'individu qui avait fait l'erreur, en fait. À chaque relation, déjà, il n'y avait pas de confiance, il y avait de la jalousie. Et en plus, bah, du coup, enfin, ça part pas sur des bases saines pour n'importe quel couple, en fait. Donc, il y a eu beaucoup d'échecs amoureux, dans le sens où bah, il n'y a pas eu assez de communication, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, pendant un moment, j'ai eu complètement enfin, en fait, j'avais des relations, mais je voulais pas, en fait, m'investir. Et dès que la personne tombait amoureuse en face, j'arrêtais tout. Parce que je voulais plus avoir à donner ma confiance à quelqu'un et que quelqu'un attende des choses de moi, en fait. Je préférais être comme un roc, sans façade, sans émotion. Et dès qu'il y a trop d'attachement, hop, je m'en vais. Comme ça, je souffre plus. Après, je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt à une rupture. En tous les cas, ça fera toujours mal. Parce que tu as la perte de tellement de choses que c'est normal que ça t'impacte. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai pas le même âge qu'il y a 16 ans quand ça m'avait impacté autant à cette échelle-là. Et je suis aussi beaucoup mieux entourée de personnes à qui j'ai vraiment confiance. Donc, je sais que je pourrais appeler et dire, écoute, ça va pas, j'ai besoin. Et de pouvoir parler déjà, rien que parler et délivrer des émotions et ce qu'on ressent, déjà, ça fait déjà beaucoup. Donc, je pense que oui, ce serait différent. Après, de dire que ce serait moins douloureux ou pas, je pense pas. Mais en tout cas, ouais, sur la manière de faire, je resterai moins seule et j'aurais pas honte de ce que je ressens et de ce que ça inflige à mon corps, quoi, et à ma tête. Après, si j'avais un dernier truc à dire, ce serait, ben, on a tous une amie ou quelqu'un de la famille à qui on a confiance et il faut pas avoir honte de ce qu'on ressent. C'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être triste. Il y a pas, personne peut vivre une rupture identique à une autre rupture. Chaque fois, c'est des émotions et des moments différents, mais il faut juste aller de l'avant, s'écouter et pas refouler les choses parce que tôt ou tard, ça va ressortir et ce sera pas bon ni pour toi ni pour la personne avec qui tu partageras ta vie. Alors, ma dernière rupture, elle est assez récente, mais je pense qu'elle s'est faite en deux étapes. Euh, donc, la rupture définitive remonte à ce début de mois, du mois de mars 2025, mais ça a été la rupture, on va dire, actée, où j'ai prononcé la rupture finale, vraiment définitive, que cet homme le comprenne, qu'il le veuille ou non, en tout cas, c'était définitif. Mais je dirais que la première rupture que j'ai ressentie au niveau sentimental, je me suis détachée émotionnellement, etc., ça s'est fait en début d'année directement, en janvier. Euh, Peut-être c'était un effet de résolution de la nouvelle année, je ne sais pas, mais il fallait que je mette un terme à tout ça. Elle n'a pas été soudaine parce que progressivement, en fait, je voyais
comme des petits signaux, on peut dire, que ça me correspondait plus. Plus le temps passait, plus je voyais des choses que je ne recherchais plus. Il n'avait pas non plus les choses que je recherchais parce que c'était une relation de 2 ans. Ça a été une relation de 2 ans. Et au fur et à mesure, je me répétais. Et j'obtenais pas ce que je voulais de lui. Alors j'avais mes attentes et je remarquais que bah il répondait pas. Il répondait pas et je restais dans cette relation par espoir qu'il change, malheureusement. Je restais par espoir de la relation, qu'elle fonctionne. En plus, je suis une amoureuse de l'amour, donc je mettais tout dedans pour que ça fonctionne. Jusqu'à ce qu'à un moment, bah, je décide d'arrêter. Parce qu'il fallait le faire. Il fallait le faire, il fallait se respecter, il fallait s'aimer, il fallait s'écouter aussi. Et tant pis pour les sentiments. Alors, pendant ce processus de rupture, j'ai ressenti le sentiment d'être tiraillée. Clairement, d'être tiraillée entre mon cerveau et mon cœur, donc entre la raison et les sentiments, etc. Ce que je comprenais pas. Parce que dans ma logique des choses, c'était le cœur et la raison doivent s'aligner pour pouvoir créer une relation, pour pouvoir l'aimer, etc. Et ça ne collait pas. Ça s'alliait pas. Je faisais. De mon côté, j'ai l'impression d'avoir fait le maximum. J'ai l'impression. Je dirais peut-être le contraire, je ne sais pas. Mais quand j'ai vu que ça s'alignait pas et que j'en souffrais mentalement, donc je me remettais constamment en question. Je pensais que j'étais folle ou j'étais la fautive, etc. J'en ai souffert physiquement, donc perte de poids et tout ce qui s'ensuit, donc des carences. J'ai eu des carences, pardon. Le teint qui est, enfin une peau qui se, on appelle ça, qui n'est pas en forme, qui a un mauvais teint. Mon alimentation zéro, donc je m'alimentais presque plus juste pour nourrir le corps. Au niveau du sommeil, il était déréglé. Mes activités, j'étais x2, c'est-à-dire que j'avais deux travails, j'avais mes cours à côté. Je chargeais en fait mon temps pour ne pas y penser. Et du coup, quand j'ai vraiment su que c'était la fin, mon sentiment, quand j'ai vraiment su que c'était la fin, c'est que je me suis effondrée. Parce qu'en fait, je disais au revoir à la relation, ok, mais c'est pas ça qui m'affectait le plus. Ce qui m'a le plus affecté, c'est le fait de dire au revoir à mes sentiments, à l'investissement que j'ai donné, à l'énergie que j'ai donnée. Et en gros, il n'y a plus de ça. C'est vraiment le au revoir de tout ça. Je laisse en fait un projet de côté. C'est ça en fait qui m'a fait mal. C'est clairement ça, je pense. Je ne pense pas que j'ai manqué de quelque chose pendant ce processus de rupture. Parce que j'avais mon entourage qui m'ont conseillé de m'écouter. Euh, J'avais aussi ma mère, du coup, qui m'a beaucoup épaulé. En fait, j'avais tout et je suis pas une personne en plus qui demande de l'aide, mais tout venait à moi et j'étais obligée de le prendre. J'étais obligée de le prendre au bout d'un moment pour survivre, entre guillemets. Il fallait juste que je diminue le travail, m'écouter, passer du temps avec moi-même. Mes proches étaient là pour m'épauler et moi, je devais faire le reste. On est d'une part influencé par la société dans laquelle on vit, indirectement, implicitement, etc. Parce on fait partie du corps de la société et de certaines communautés aussi. Donc moi, ce qui a joué, c'est une valeur que je porte dans ma communauté. Je viens de l'Afrique de l'Ouest, où si tu es en relation avec quelqu'un, surtout si tu es marié avec quelqu'un, tu dois patienter. On a un terme qui ne définit pas la patience, mais bien plus. On appelle ça du coup le mugnal. C'est le fait de patienter, mais aussi d'arranger les choses et de faire le mieux que tu peux. En tout cas, c'est le rôle en plus, enfin, j'ai l'impression que c'est le rôle d'une femme pour qu'elle crée une harmonie dans un foyer. Donc ça, j'ai essayé en fait de le mettre en application dans la relation. Déjà, on n'est pas mariés, ce qui est compliqué, mais j'ai essayé de le mettre en relation, mais du coup, avec la mauvaise personne, j'ai l'impression. Cette personne ne correspondait pas, donc ça pouvait pas fonctionner. Et dans la société française, là, dans laquelle on vit, ça influence parce que il y a cette vibes d'être la femme indépendante, la femme
avec ses critères, pas fermes, mais elle sait ce qu'elle veut, elle met des limites là où on doit en mettre, etc. Alors que moi, je suis en mode, non, je réfléchis avec mon cœur et tout. Je suis un peu plus nuancée et tout, donc je devais en fait, je devais en fait soit pencher pour mon cœur ou pour la raison. Donc la raison, c'est un peu aussi l'influence extérieure, l'influence de la société. Et ma raison, bah, c'était juste les sentiments que j'avais pour lui, l'espoir que j'y mettais dans la relation. Donc effectivement, la société joue, la communauté, ou même je pense que l'éducation aussi, elle joue. La manière dont laquelle tu as été éduqué. Alors, ma dernière rupture marquante, elle date de il y a 4 ans et demi, à peu près. Donc, c'était la dernière rupture avant que je rencontre mon chéri que j'ai actuellement. C'était assez soudain. En plus, ça n'a pas duré très longtemps. C'était pas genre une grande histoire. Ça a duré genre 3 mois. Mais moi j'avais l'impression d'avoir trouvé la personne que je cherchais depuis des années et des années, quoi. Et puis en fait le gars, j'aime pas trop dire ça, mais un peu pervers narcissique, il adorait mettre des points d'ancrage dans la tête. Enfin, je lui ai tout servi sur un plateau en disant moi j'adore ma vie comme ça, j'adore aller là, j'adore aller là. Et en fait lui il a joué de ça en mettant des points d'ancrage, c'est-à-dire dès que je vais écouter cette musique ou dès que je vais aller sur ce lieu-là, tu vas forcément penser à moi. Et du jour au lendemain, sans savoir trop pourquoi, il m'a dit en gros je préfère qu'on arrête là. Alors que la veille tout allait bien, tu vois, on allait manger au resto et tout. Donc vraiment c'était hyper soudain, j'ai pas compris quoi, parce que je vivais mon rêve. C'était de rencontrer quelqu'un comme ça, et d'un seul coup, terminé. Mais quand j'ai appris la rupture, vraiment, au début, je crois que mon cerveau a pas du tout capté ce qui m'arrivait. Enfin, c'était vraiment la sidération la plus totale, quoi. Alors que normalement, j'aurais dû pleurer, tout ça. Et là, dans ma tête... quand vraiment il me l'a dit, j'en revenais pas, quoi. J'avais rien qui me venait. Et j'ai commencé à appeler des copines dans la soirée pour leur expliquer. C'est là que j'ai commencé à réaliser, il s'est passé ça pendant 3 mois et là, d'un seul coup, ça s'arrête. Et c'est en parlant que je crois que mon cerveau a réalisé que ça allait être fini. Et là, c'était l'horreur, quoi. Parce que je passais à être le piédestal de quelqu'un à plus rien. C'est-à-dire ce qui manque, c'est les habitudes, c'est le contact, c'est tout, quoi. Enfin, puis je m'étais fait un petit peu un plan dans ma tête. On va faire ceci le mois prochain, tout ça. Et là, finalement, non. Tout s'arrête. Ouais, c'est la sidération, je dirais. C'est vraiment le mot. Ouais, un vide totalement, un profond vide, quoi. Pourtant, je suis d'un naturel très optimiste. Et à ce moment-là, j'y arrivais pas. Et c'est vraiment ça en plus. C'est comme un deuil. Finalement, au début, t'es totalement triste. Et j'étais profondément triste, comme jamais j'avais été triste. Et pourtant, ça a duré que 3 mois. Donc des fois, c'est pas la durée qui compte, mais c'est l'intensité. Et puis, selon la personne, comment elle a fait aussi. C'était dur. Après, il y a eu la phase un peu de colère, mais toujours de nouveau triste, colère, triste. Et ça a duré quelques mois. Et j'ai une amie qui qui m'a fait rencontrer un de ses amis, qui un jour m'a dit une phrase très percutante. M'a dit écoute, là, Leslie, ça fait des mois que tu es triste. Dis-toi une date dans ta tête et à partir de cette date-là, tu t'autorises à de nouveau croquer un peu la vie à pleines dents. Et du coup, je m'étais fixé le 15 août. Je sais pas pourquoi, le 15 août, j'avais dit ça. Et à partir de cette date-là, j'ai commencé à essayer de plus y penser. Déjà, c'est dur, mais vu qu'il avait fait tellement de points d'ancrage sur tous les lieux que j'allais, forcément, j'y pensais tout le temps. Et là, je m'étais dit non, c'est à toi de réinventer un peu ce truc et puis de prendre un peu de hauteur et te dire tu méritais pas ça, t'es pas tombé sur la bonne personne et non, t'as le droit aussi au bonheur et à trouver l'amour. Donc il y a eu tout un processus. Évidemment, ça a été plusieurs semaines pour en venir à cette finalité-là, mais j'y suis arrivée. J'ai commencé à remplir mon agenda, à faire plein de trucs, à voir mes copines qui ont toujours été super présentes.
Et puis, en effet, avec le temps, tout passe. Mais quand on est dedans, on est dans le creux de la vague, on se dit pas ça. On se dit juste, on est au pied de la montagne et tu dois te dire, ouais, je dois tout gravir pour retrouver le bonheur que t'avais. Pendant la rupture, je pense pas avoir eu besoin de quelque chose en plus parce que je trouve avoir été très bien entourée. En fait, c'est marrant parce que c'est très bien d'avoir des amis et d'avoir quand même une base d'amis stable. Et quand on rencontre quelqu'un, si par exemple la personne n'aime pas les amis, et ben non, faut toujours rester fidèle à ses amis parce que si la personne elle part, bah tes amis eux ils restent. Et moi j'ai vraiment construit cette base-là solide avec mes amis. Et du coup, les amis c'est la famille qu'on choisit et elles étaient toujours présentes pour moi. Qu'importe mon moral, qu'importe le jour, elles ont toujours été très présentes. Donc ça fait du bien déjà d'être soutenue par elles. Et puis après il y a moi aussi, il y avait la force intérieure de se dire ok, à partir de ce jour-là, j'essaye d'aller de l'avant et de me nourrir de choses qui me font du bien pour avancer et pour attirer toujours de bonnes personnes parce que malgré la rupture, j'ai toujours cru en l'amour et je pense que c'est important quand même d'y croire parce qu'à partir du moment où tu y crois pas, peut-être que tu rencontreras pas aussi facilement quelqu'un. C'est personnel, hein. mais du coup, non, franchement, je pense que tout s'est mis en lien au moment de la rupture. Je pense que quand il y a la rupture, chacun la vit. Personnellement, moi, je sais que je suis quelqu'un de très sensible, de très émotive, et que j'ai besoin d'en parler. Moi, c'est naturel d'en parler à mes amis quand il y a eu cette rupture-là. Mais pour d'autres personnes, c'est différent. Chacun, je pense... par exemple, j'ai une amie, elle est pas du tout sentimentale, elle va pas pleurer. Elle a eu des grosses ruptures, je l'ai jamais vue verser une seule larme. Donc, je sais pas si on peut être influencé parce que finalement, la tristesse, c'est très personnel. Il y a des gens qui vont pleurer, il y a des gens qui vont en parler, il y en a des gens qui vont renfermer tout ça en eux et un jour, ça va exploser. Donc oui, ça serait bien que les choses se passent différemment, mais après, est-ce qu'il y a une notice parfaite pour l'amour ? Chaque relation est différente, chaque cas est différent, chaque personne est différente, et je pense que de base, il faut être bien entouré, essayer de se faire une vie à soi vraiment riche et avec laquelle on se sent bien. Parce que quand il nous arrive ça, moi par exemple, j'étais très contente d'être bien entourée et d'avoir tout ça autour de moi et d'avoir construit mon petit truc personnel, ma petite zone de confort. Un grand merci à toutes les personnes qui ont bien voulu faire part de leur témoignage. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, je tenais vraiment à faire un point d'honneur là-dessus. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien, que ce soit pour les auditrices, auditeurs, que pour les personnes qui ont participé. J'avais envie de finir cet épisode en parlant un peu de la phase de qu'est-ce que vous auriez eu besoin en fait pendant cette rupture. Et la plupart des témoignages ressortent le fait que c'est toujours important d'être bien entouré, d'avoir des amis, une famille avec qui on peut s'ouvrir, avec qui on peut parler, à qui on peut faire confiance. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que toutes les relations sont importantes et nous nourrissent et nous font du bien. Et donc conserver toutes ces relations à la même échelle, même si un jour on rencontre quelqu'un avec qui on se sent bien, ça reste très important. Donc ça, vraiment, c'était un point d'honneur là-dessus. Et puis surtout, le mois prochain, il y aura des épisodes autour de l'amitié. On va vraiment parler de cette relation qui est très importante, qui peut être douloureuse aussi, mais on va vraiment s'épancher là-dessus. J'ai trop hâte de vous en parler et de vous proposer des épisodes autour de ce sujet qui me semble très important. Et aussi, je voulais vous dire, n'oubliez pas que Girl Squad existe. Si vous avez besoin de libérer certaines choses, de travailler vos relations et d'être plus en lien avec elles, je vous accueille avec grand plaisir dans Girl Squad, cet accompagnement qui est virtuel et présentiel, donc sur la ville de Rouen où je fais quelques événements, mais qui est aussi virtuel pour pouvoir donner la possibilité à plusieurs femmes de participer justement à cet accompagnement
où vous avez du coup cet espace de bienveillance, d'écoute, où vous vous sentez comprise, vous pouvez parler et surtout travailler et avancer ensemble sur vos relations, vraiment les comprendre, venir exploiter des schémas, venir exploiter des conditionnements, venir exploiter des blocages que vous pouvez avoir. Donc n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram si vous avez envie d'avoir plus d'informations ou d'aller sur mon site roseéveil.com où vous avez toutes les informations dont vous avez besoin et la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en discute. Voilà, je voulais finir cet épisode avec une petite note positive dans le sens où il y aura toujours des espaces, il y aura toujours des personnes qui sont là pour vous et l'amour est partout, il n'est pas comme dans une seule relation, donc retenez bien ça. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.